Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième session cycle d'approfondissement sur le souffle, avec au programme le deuxième aspect qu'on va couvrir durant ces 4 sessions, l'aspect de la clarté. On a passé 2 sessions sur la détente, l'apaisement. Aujourd'hui, on va parler de la clarté et puis la semaine prochaine, on essaiera d'allier ces 2 facteurs dans une seule et même méditation, puisqu'on l'a vu, le but de la méditation de placement, c'est d'atteindre le paroxysme de la clarté et de la stabilité mentale. Mais on va voir aujourd'hui que ces 2 facteurs ont tendance à se perturber l'un l'autre. Plus on amène de clarté dans l'esprit, plus ça a tendance à le tendre, et plus on développe d'apaisement, plus on a l'impression de tomber, de sombrer, et ça nuit à la clarté. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre entre les deux qu'on va essayer de faire aujourd'hui, d'amener un peu plus de cette sensibilité qui fait qu'on arrive à ce point d'équilibre entre une grande clarté mentale et une grande stabilité. Voilà, donc on va commencer comme à chaque fois par prendre une position de méditation confortable. Et on va commencer par cultiver un petit peu ces attributs de détente pour commencer, c'est toujours bon. Je vous invite à couper vos micros si vous le pouvez pour cette méditation qui arrive. Et la première chose à faire, c'est d'établir le corps dans son calme naturel. On l'a vu les fois précédentes. Qu'est-ce que veut dire le calme naturel? C'est une bien bonne question. Parce que le calme naturel, je pourrais dire, ouais, mais quand je dors aussi, mon corps il est établi dans son calme naturel. Hein? Et pour autant, je ne suis pas en train de méditer, je ne suis pas très vif quand je dors. Le calme naturel, c'est se rappeler à l'immobilité, au bienfait de l'immobilité. Ce n'est pas une qualité qu'on met souvent en exergue, l'immobilité. On pense que la liberté, c'est de bouger, c'est de faire tout ce qu'on veut, c'est de penser tout ce qu'on veut. Mais les contemplatifs, depuis 2500 ans, ont une bien autre définition de la liberté. La liberté, c'est aussi parfois de ne pas faire, de se désengager, de ne pas faire. La non-violence, c'est une forme de liberté déjà, puisque c'est le désengagement de la violence. Et ne pas s'engager, c'est aussi quelque chose qu'on fait à travers le non-engagement du corps. Donc, quand on établit le corps dans son calme naturel, ce n'est pas simplement de ne rien faire, c'est de retrouver la compréhension des bienfaits de l'immobilité aussi. Quand on a besoin de rien faire, on peut avoir ce contentement. C'est difficile d'avoir ce contentement à l'esprit quand on a sans arrêt envie de bouger, de faire quelque chose. Shantideva, dans le Siska Samuccaya, un texte classique monumental, il établit la pleine conscience, c'est un terme à la mode, ça, la pleine conscience. La pleine conscience, en vérité, ça veut dire simplement ne pas oublier. Et il définit cette pleine conscience, l'une d'elles en tout cas, comme cette immobilité, je l'ai trouvé, je vais vous le dire, cette immobilité dans tout ce que vous faites, de prendre comme but principal de demeurer totalement sans mouvement, de demeurer totalement immobile. Alors, le but de la vie, ce n'est pas de demeurer immobile, mais de faire comme si, parfois, on allait demeurer immobile pendant des heures et qu'on y prend du plaisir aussi à demeurer immobile, à s'installer simplement là, ne plus bouger. Et une autre forme de pleine conscience, dans ce même texte également, c'est demeurer dans l'immobilité essentielle du corps tout entier. Et c'est ce qu'on va faire à présent. Prenez une position confortable,
Et quand on est dans les starting blocks et qu'on prépare une course, on a une tension musculaire qui traverse tout le corps, prêt à bondir. Et là, on va faire exactement l'inverse. On va détendre toute cette tension qui nous permettrait de bondir en un instant. Toutes ces tensions musculaires qui ne servent à aucune fonction dans le corps, on va les défaire. Observons le visage. Les tensions résiduelles dans le cou. Les épaules. Et chaque fois qu'on détend, on gagne un peu plus dans cette immobilité bienfaisante. Les bras. Les mains. Chaque fois qu'on détend un muscle, on passe à l'action de cette immobilité. Le dos. L'abdomen. Les jambes. Les pieds. Et on observe à présent le corps en séquence, un peu plus rapidement, pour vérifier si de diverses tensions ne se sont pas installées. Le visage, le cou, les épaules, le dos, l'abdomen, les fessiers, les jambes, les bras, les mains, les pieds. Et dans la méditation, on a cette possibilité de passer à l'action. Alors vous me direz, c'est un type d'action un peu particulier. Cette action de ne rien faire. De choisir positivement de ne pas bouger. Comme une épave dans la mer profonde.
Et ce calme naturel du corps, il n'a pas seulement le but de nous détendre, il a une portée spirituelle très, très profonde. Encore une fois, que le bonheur ne vient pas nécessairement dans l'action, mais aussi dans se réfréner de l'action. Si on pense que si on devait suivre sans arrêt l'esprit, par exemple, et que c'est ce qui nous conduit au bonheur, toutes les impulsions de l'esprit, on devait les suivre. On pourrait essayer de suivre toute notre colère et notre avidité en une semaine, on verrait si ça nous rendrait plus heureux. Il y a parfois besoin de calmer ces impulsions qui nous semblent être bénéfiques sur l'instant, mais qui participent à déconstruire notre capacité à être heureux. Et revenir à l'immobilité, c'est une forme de lâcher-prise, et on l'a vu la fois dernière que c'était ce qu'on appelait aussi le non-attachement, la non-avidité, et qui est une cause au bonheur aussi. Pas seulement l'action physique positive, il y a aussi se réfréner et demeurer dans l'immobilité du corps, de la parole et de l'esprit. C'est pour ça qu'on a souvent ces analogies de l'arbre, d'une montagne, établir le corps comme un arbre ou une montagne. Bon, c'est sûr, ça apaise le corps, ça apporte quelque chose, mais ça répond aussi au besoin profond de se désengager de toutes ces impulsions qui, pour certaines, conduisent à déconstruire notre possibilité d'être plus heureux. Donc, on essaie de le voir comme ça, cette immobilité du corps dans lequel on s'installe. Comme une voiture abandonnée en pleine forêt. Et établir la parole dans son état naturel, c'est reconnaître les bienfaits du silence lorsqu'on ne parle pas. C'est pas seulement ne pas parler, c'est reconnaître dans un instant les bienfaits du silence. Pas besoin de commenter sans arrêt, de parler, de justifier, d'analyser, de décrire, d'anticiper. Simplement demeurer dans le silence comme en lutte dont on aurait coupé les cordes. Oubliant toute préoccupation pour le passé, pour le futur.
cette immobilité qui permet d'être présent totalement. Et tournons notre esprit vers le souffle. Observons l'inspiration, l'expiration. La respiration, on ne peut pas la conserver immobile. Elle doit se mouvoir et on peut lui donner son rythme naturel. Conserver le corps dans son immobilité naturelle, la parole dans son silence naturel et le souffle dans son rythme naturel. N'essayez pas de le forcer, de le rendre plus long, plus sonore. Essayez d'écouter ce dont il a besoin. Ne lui imposez pas une cadence particulière. Que le souffle soit l'instrument de votre propre détente en le regardant. J'inspire conscient de l'inspiration, sans qu'il ne soit nécessaire pour connaître le souffle de le nommer, je le sais simplement. J'expire conscient de l'expiration. Votre corps est cette voiture abandonnée dans une forêt. À l'intérieur de la voiture, votre parole est cette guitare sans cordes, et votre souffle est le vent qui passe à travers les vitres brisées.
J'inspire, je sais que j'inspire, je calme l'activité du souffle. Comment est-ce que je le calme? Parce que je suis en contact avec lui et je perçois en temps réel ce dont il a besoin. Il faut être en contact avec le souffle pour être capable de le calmer. Il faut être en contact, pas seulement une seconde, mais pendant la durée de l'inspiration, rester, demeurer en contact avec lui. Très bien. Alors on va pouvoir dissiper cette méditation quelques instants. On n'en sort pas totalement, on peut conserver la qualité de notre attention, notre détente. Rester vigilant de la position de notre corps, faire en sorte de ne pas réinstaller des tensions musculaires, garder un souffle naturel. Réouvrir les yeux si nous les avions fermés. Alors évidemment, la détente est fondamentale dans le calme mental et c'est très souvent ce qu'on recherche dans la méditation de placement. On cherche à se calmer, à se détendre, à éliminer le stress. Et on oublie parfois la clarté dans la méditation de placement qui est très importante. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand on habitue trop souvent l'esprit à se détendre, ben on sait ce qui se passe, hein. On finit par s'endormir ou l'esprit finit par développer une léthargie mentale. La léthargie, c'est une émotion ou ce qu'on appelle dans le bouddhisme un facteur mental qui est comme un gros boulet au pied qui empêche l'esprit de se mouvoir sur un objet. C'est-à-dire, on a envie de penser à quelque chose, mais on n'y arrive pas. On a envie de visualiser des choses, on a envie de se lancer dans un projet, on n'y arrive pas. C'est un boulet mental, la léthargie. Et tout ça sont des facteurs mentaux différents. La léthargie, le sommeil, le relâchement sont trois choses différentes dans la pratique du calme mental. Mais quand on travaille trop sur l'axe de la détente, il y a un moment, au départ, c'est très bon, on est vraiment détendu, mais quand on continue, il est bien possible qu'on arrive à sombrer. Et si on sombre, on finit par plus avoir vraiment la capacité à emmener l'esprit là où on veut. Or, la pratique du calme mental développe la souplesse. Et la souplesse, c'est l'inverse de la léthargie. La souplesse, c'est on peut emmener notre esprit sur quelque objet que ce soit à souhait.
on a une disponibilité de l'esprit absolument totale pour visualiser des choses, et c'est ce qu'on doit atteindre dans la pratique du calme mental sur le souffle ou sur un objet visualisé. Mais cette souplesse, elle est antinomique avec la léthargie. Donc, on ne peut pas avoir les deux au même moment dans l'esprit. Donc, il va falloir qu'on lutte contre cette léthargie, ce sommeil, ce relâchement, et entre en jeu la clarté. Donc, on va définir un petit peu cette clarté aujourd'hui, comment essayer d'équilibrer les deux, parce qu'elle a des grandes qualités aussi, cette clarté mentale. Alors, on peut faire un test, vous pouvez reprendre une position de méditation, juste essayer de sentir que quand on est détendu sur le souffle, si vous l'êtes peut-être un peu, ben, on n'a pas vraiment non plus une grande clarté mentale. Dans ce sens, on n'a pas une vision HD du souffle. Il y a plein de choses qui nous échappent du souffle. On n'est pas très clair, on est détendu, c'est calme, mais on n'est pas totalement réceptif de toutes les caractéristiques du souffle, de chaque moment, de la durée, des différents mouvements du corps qui sont engagés dans l'acte de respirer. Donc, il nous manque de cette clarté mentale qu'on doit absolument cultiver pour arriver à ce point d'équilibre de shamatha qui est le paroxysme, l'acné de la stabilité apaisée et de la clarté. Donc, faisons juste un test. Reprenons la méditation sur le souffle. Calmons le souffle autant que possible. Et on peut observer qu'il y a plein de choses qui nous échappent. On n'arrive pas à reconnaître vraiment si le souffle est court, s'il est long en temps réel. On peut être très détendu sur le souffle, mais néanmoins manquer de cette clarté mentale. À ce point que lorsqu'on travaille la stabilité, il arrive un moment où on finit par perdre l'objet et qu'on commence à s'assoupir. Et ça, on sort de la route. Hein. Si on devait prendre l'exemple d'une voiture, là, on est en train de sortir de la route. Et pourtant, il la faut, cette détente. Pourtant, l'apaisement, la stabilité sont fondamentales dans cette pratique. Mais il ne faut pas que ça nous entraîne à sortir de la route. On dit, quand on travaille trop la stabilité, que l'esprit rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur comme une tortue rentrerait dans sa carapace, et on finit par plus être réceptif suffisamment de l'objet de la méditation. C'est ce qu'on appelle le relâchement. On ne veut pas que la pratique de la méditation soit un entraînement à s'endormir correctement. Non, parce qu'il faut que ça réveille en nous une profonde intensité mentale également. À la fois cette détente, et c'est assez hors du commun parce qu'on se dit, non, soit je suis très détendu et je suis sur le point de m'endormir, soit je suis complètement hyperactif mentalement, mais on ne peut pas avoir les deux. Si dans la méditation de calme mental, on peut avoir cette intensité mentale très forte et à la fois cet immense apaisement.
Donc la clarté, c'est un peu l'équivalent de la HD, c'est un peu voir un film à la géode. Et quand on travaille trop la stabilité, c'est un peu l'équivalent des Super 8, les anciennes pellicules, où si on devait agrandir, les détails ne seraient pas suffisants, ce n'est pas de très bonne qualité. C'est un peu l'équivalent entre le 8 mm et le 70 mm, par exemple. Certains films sont encore tournés, je crois, en 70 mm. Je crois qu'Interstellar a été tourné en 70 mm, ou Dunkirk. Ces films qui permettent à l'écran une infinité de détails bien supérieure à ces VHS qu'on avait quand, vous savez, ces caméras qu'on avait il y a 20 ans, là, ces trucs avec des cassettes où il y avait des lignes à l'écran, on ne voyait pas bien, il y avait des images. Ça, c'est l'équivalent un petit peu du relâchement qu'on peut avoir. On finit par perdre un peu de cette clarté mentale. Alors, la clarté, ça ne veut pas dire que pour la rétablir, il faille tendre. Souvent, dans les textes tibétains, il y a cette notion de resserrement. Il faut resserrer un peu l'objet. Mais nous, on le comprend malheureusement dans notre culture comme étant il faut se tendre. Non, il faut reprendre une appréhension, il faut reprendre les rênes du cheval, mais il ne faut pas non plus que ça se fasse à travers tout ce qu'on a déjà accumulé de positif dans cette pratique de détente et de stabilité. Donc, il faut conserver absolument cette stabilité, cette détente, mais il faut maintenant envoyer de l'HD. Il faut envoyer la fibre. On va voir comment on fait sur le souffle. Donc, les idées fausses sur la clarté, c'est de penser qu'il faille tendre le corps pour rétablir cette clarté mentale. Une autre conception erronée de ce qu'est la clarté ou comment la redresser, c'est de penser qu'il faille seulement agir sur l'objet. Par exemple, je visualise le souffle qui rentre dans mon corps et j'ai l'impression que pour amener de la clarté, il faille simplement visualiser de la lumière. Et c'est souvent l'exemple qui est pris, mais en réalité, on visualise de la lumière pour que l'esprit génère de l'intensité mentale. Mais le but, ce n'est pas de juste visualiser la lumière, parce qu'on peut aussi très bien visualiser de la lumière et puis s'endormir. Donc, c'est une indication, la visualisation de la lumière, qu'on travaille sur l'objet, parce que c'est plus simple de travailler sur l'objet plutôt que sur la conscience qui observe l'objet. Mais au final, ce qu'il faut redresser quand l'esprit se relâche, c'est plutôt l'esprit lui-même que l'objet visualisé. Et si on pense qu'il faille que l'objet apparaisse totalement clairement dès le départ, ça c'était l'objet du précédent cycle sur les visualisations, on va avoir la volonté de faire que l'objet apparaisse totalement tout de suite. Et ça c'est impossible. Et si c'est impossible et qu'on le veut, on crée une tension. Dans la méditation, il faut apprendre à vouloir ce qu'on est possible d'accomplir, ce qu'il est possible qu'on accomplisse. Si on veut quelque chose qu'il est impossible de générer, évidemment, ça crée une tension. Et l'esprit, quand on commence à méditer sur le calme mental, il n'est pas capable de faire apparaître tout de suite les choses de manière totalement, incroyablement claire en HD. Donc, il faut comprendre que c'est graduel. On apporte un peu plus de luminosité dans l'objet. Ce qu'on va voir avec le souffle, c'est qu'une manière de générer la clarté, c'est également d'observer le souffle dans le haut du corps plutôt que dans le bas du corps, parce que je pense que plus c'est près du cerveau, peut-être ça aide la vascularisation du cerveau et ça aide peut-être à la clarté. Je ne sais pas exactement la raison à ça, mais très souvent, quand on monte l'objet de méditation et qu'on le positionne soit au niveau du front, soit au niveau du nez, il se passe que l'esprit devient plus clair. Donc ça, c'est une des indications qu'on va pouvoir explorer tout à l'heure. Et quand on parle de cette clarté, on parle plus de la clarté de l'enregistreur que de la clarté du projecteur. Je vous ai donné comme exemple un film en 70 mm par comparaison à un film en
sur des cassettes de mauvaise qualité, mais en fait, c'est plutôt la qualité de l'enregistreur, parce que la conscience, c'est l'enregistreur de la réalité autour de nous, ce n'est pas vraiment le projecteur. Le projecteur, c'est les choses qu'on connaît. Donc, en fait, cette pratique de la clarté, c'est d'améliorer l'enregistrement. On pourrait dire c'est un enregistrement, c'est un capteur en 8K ou en, je ne sais pas combien maintenant on a de K. Il y a les 4K, il y a les 8K maintenant. Nous, le but du calme mental, c'est d'avoir cet enregistreur de la réalité en 5000K, par exemple. Donc, pour apporter un peu plus de clarté dans la méditation, il va falloir qu'on rentre un peu dans le souffle. Comment on rentre un peu dans le souffle? C'est de percevoir les caractéristiques du souffle. Maintenant qu'on a un peu plus de détente dans le souffle, et vous allez pouvoir reprendre une méditation, on va l'essayer tout de suite, une position de méditation. On commence par calmer le souffle et on va conserver cette détente, cette stabilité. Mais maintenant, en travaillant sur un peu plus de clarté, rentrer, pénétrer le souffle. Comment on fait? On va vouloir un peu plus que cette conscience soit un enregistreur HD. Si elle enregistre en haute définition, elle perçoit plus des caractéristiques du souffle. Un enregistreur en mauvaise qualité, il va percevoir simplement qu'on inspire, qu'on expire. Un enregistreur en haute définition, lui, il va percevoir, sans la nommer, de manière totalement presque intuitive, la longueur du souffle. Est-ce que j'inspire fort? Est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Il va percevoir beaucoup plus de détails du souffle lui-même. Et ça se fait totalement graduellement, parce que si on veut vouloir trop de clarté tout de suite, on va tendre l'esprit. Donc, doucement, conservant cette stabilité, cet apaisement, on va simplement essayer de rentrer un peu plus en contact avec ce qu'est le souffle. Et commencer par savoir juste un peu plus que lorsqu'on inspire, lorsqu'on expire. On va savoir maintenant si le souffle est court ou s'il est long, s'il est juste normal, mais sans que dans cet exercice, on nomme les choses. Il n'y a pas besoin de le commenter, on le sait simplement, si le souffle est court, s'il est long. Et c'est le moyen de rentrer dans les caractéristiques du souffle, de rentrer en contact en HD avec le souffle.
J'inspire, je perçois si mon souffle est court, s'il est lent. Simplement en étant proche de lui, pas besoin de le nommer, de faire les phrases mentales. Conservant à l'esprit cette stabilité, ce calme, cette immobilité du corps, on génère à présent cette clarté, juste la clarté que notre esprit est possible de générer, pas plus, juste un petit peu plus, à travers l'observation de la longueur ou de la lenteur du souffle. Ok, très bien, on peut faire une petite pause, on va continuer. Travailler sur cette clarté en conservant la détente et la stabilité. Je vais juste mentionner 2 textes importants qui indiquent ce travail d'adaptation qu'on doit faire dans la méditation. Vraiment à l'image de la conduite en voiture, hein, quand on prend un enfant sur ses genoux et puis qu'on
on le met sur un chemin, et puis il commence à conduire, il va à droite, et puis il va quasiment dans le fossé avant qu'il commence à restabiliser la voiture dans l'autre direction. On fait comme ça dans la méditation, mais à l'inverse, on passe parfois des années dans le fossé avant de se dire « Ah oui, mais il y a peut-être quand même un autre facteur dans la méditation qu'il faudra que je travaille. » Et si on travaille simplement la détente, on peut difficilement progresser dans la méditation parce que les deux se nourrissent l'un l'autre. Clarté nourrit notre immersion dans l'objet et la stabilité nourrit aussi la clarté mentale. Les deux s'aident vraiment. Et ce sutra qu'on retrouve dans le canon pali de la tradition d'Asie du Sud-Est s'appelle l'Agi Sutta, c'est le sutra du feu. Et il compare l'adaptation qu'on doit avoir dans la méditation à ce qu'on fait quand le feu est complètement naissant, quand on a simplement un feu qui est à peine quelques flamèches seulement. On ne va pas jeter de l'eau, ou on ne va pas jeter du bois mouillé, ou on ne va pas mettre des cendres par-dessus le feu. On va remettre du combustible. Et quand on a cet esprit qui est en train de sombrer, c'est exactement la même chose que ce feu qui est en train de mourir. On ne va pas apposer ce qu'on appelle les facteurs à l'éveil, que sont l'équanimité, que sont la pleine conscience, pas la pleine conscience, pardon, la concentration. Quand on a le relâchement dans l'esprit, ce qu'il faut, c'est fournir du combustible. Et le combustible, ce sont les facteurs à l'éveil que sont la joie, l'effort joyeux, et le troisième, c'est l'analyse profonde. Et on entend très souvent que si on médite sur le calme mental, il ne faut pas du tout ou jamais avoir fait de méditation analytique. Mais là, on voit que si on veut progresser, on doit contrer le relâchement de l'esprit, et ce qui apporte du combustible, c'est la joie. Et la joie, c'est de comprendre pourquoi on médite, c'est comprendre à quoi ça sert, et d'avoir de la joie dans toutes les choses qui sont source de joie, la préciosité de notre existence, l'amour, la compassion. Et ça, ce sont des sujets qui nécessitent une analyse discursive. Quand l'esprit, à l'inverse, est comparé à ce feu qui brûle de manière incontrôlée, quand on a trop de clarté, que cette clarté, elle conduit à une excitation mentale, on ne va pas, à ce moment-là, continuer à analyser, on ne va pas continuer à générer de l'effort joyeux, parce que ça va finir par nous épuiser. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est cultiver les facteurs à l'éveil que sont la concentration, il y en a un que j'ai oublié, hein, mais la concentration et l'équanimité. On va calmer l'esprit. Donc, c'est vraiment apprendre à reconnaître dans quel état mon esprit se trouve pour avoir une notion de timing aussi. Si je suis complètement somnolent, ce n'est pas le bon moment pour que je cultive la détente, parce que je vais complètement m'endormir, ça ne va pas être le bon moment. Ça nous fournit une indication sur le moment où on doit méditer dans la journée aussi. Il faut trouver ce moment où on n'est pas trop excité, mais on n'est pas trop relâché non plus. Et si on est trop relâché, c'est peut-être le bon moment pour lire des textes, pour faire preuve d'esprit analytique. Si on est trop relâché, c'est peut-être le moment pour avoir un peu de joie. Parce que méditer trop sur la détente, ça peut conduire à une forme de paresse un petit peu, oh, je suis bien, là, j'ai plus trop envie de rien faire. Non, la méditation de calme mental doit avoir ces deux aspects très profonds, de l'intensité, où on a envie de faire des choses, où on visualise, qui est le sous-produit de la compréhension profonde de pourquoi on médite, et cette stabilité, qui est la compréhension profonde aussi de sujets importants,
comme l'impermanence. Quand on a l'esprit trop excité, avoir bien compris ce que c'est que l'impermanence, ça permet de nous calmer un peu. Et j'essaye à chaque fois que j'enseigne sur la méditation de placement d'inspirer un peu plus aussi l'importance de la méditation analytique, de ne pas penser à ces deux choses comme « oh, moi je pratique la méditation analytique » ou « moi je pratique la méditation de placement ». Tous les grands maîtres et les grands textes disent que les deux doivent être pratiqués ensemble pour faire que cette méditation de placement s'inclue dans une voie du développement de l'esprit, pas simplement de nous calmer quelques instants, parce que ça peut nous apporter quelque chose, mais ça n'a pas une portée spirituelle très vaste. Le deuxième texte, c'est un texte d'Asanga, ça s'appelle « Le niveau des actions yogiques », qui exprime quelques-unes des causes au relâchement, des causes à on médite et on n'a pas trop envie, on sombre. Ça arrive souvent, ça, de sombrer. Ça peut être le symptôme d'un manque de vigilance en général, c'est-à-dire on n'est pas très conscient de ce qu'on fait, on n'est pas très conscient de ce qu'on fait avec notre corps, avec notre parole, on n'est pas très conscient de ce qu'on dit, et par voie de conséquence, quand on médite, on sombre. Les autres causes possibles sont le fait de trop dormir. Bon, ça, si on dort trop, c'est difficile d'avoir une clarté mentale intense. Trop manger aussi, c'est présent dans ce texte. Et là, un point intéressant, c'est de manquer d'enthousiasme dans ses aspirations. Ça, c'est un point super important, ça, de manquer d'enthousiasme dans ses aspirations. Ah oui, si je ne sais pas pourquoi je médite, si je n'ai pas de l'enthousiasme à aspirer à ce que la méditation va pouvoir m'apporter, au moment où je vais méditer, je ne vais pas avoir une grande clarté mentale parce que je n'ai juste pas très envie de méditer. Quand on aime faire quelque chose, beaucoup plus facilement s'invite dans notre esprit une clarté mentale. Et quand on a très envie, parce qu'on sait vraiment ce que ça fait, la clarté mentale peut venir très facilement. Donc, se souvenir des qualités de la méditation, ça nous permet qu'au moment où on est en train de se relâcher, on se dit « Waouh, je réinjecte de la force parce que je sais tout ce que la méditation me permet. » Pour arriver à ce que dans la méditation, on arrive à insuffler à notre objet et à notre conscience de la clarté mentale, si on arrive juste à se souvenir et à avoir de la joie de ce que ça permet, eh bien, naturellement, on peut redresser l'objet, on peut redresser le cap, on peut faire que la voiture sort de l'ornière et retrouve la route, et finit par avoir cet équilibre entre la clarté et la stabilité. Un autre facteur, dit le texte, Asanga, toujours, grand maître indien, laisser l'esprit comme dans la pénombre, s'habituer à laisser l'esprit totalement divagant. Ça, on peut se poser la question, est-ce que ça nous arrive parfois de complètement laisser l'esprit divaguer? Oui, s'il divague, on a du mal à reprendre contact avec lui et partant à générer cette clarté mentale. Et enfin, le dernier facteur, c'est ne pas prendre plaisir à se focaliser sur l'objet de méditation. Bon, ça c'est un petit peu en lien avec ce manque d'aspiration, ce manque de motivation. Donc l'indication ici, c'est de comprendre que pour redresser la clarté de l'objet de méditation, avoir réfléchi sur des sujets importants dans notre vie, ça peut aider vraiment. Et en l'occurrence, pourquoi on médite? Alors, on va reprendre cette méditation sur le souffle et maintenant, on va explorer un tuyau pour apporter un peu de clarté également, c'est de visualiser, de méditer sur le souffle au niveau des narines. Alors, dans cette indication, on entend souvent qu'il faut simplement être conscient de la sensation du souffle autour des narines. Mais ce n'est pas vraiment le cas, parce que si on était conscient que de la sensation du souffle, on n'est plus vraiment connecté à la respiration elle-même. On ne sait plus qu'on inspire, on est simplement connaissant d'une sensation. Dans cette méditation, on est conscient qu'on inspire,
Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'il se passe quelque chose, parce qu'on le sent ici, autour des narines. Hein, c'est un point important. Comment est-ce que je sais en général que j'inspire? Je le sais parce que j'entends du bruit ou parce que je sais que mon abdomen se gonfle. Faites le test, par exemple. Prenez une inspiration et dites-vous, comment est-ce que je sais que je suis en train d'inspirer? Vous voyez, parce qu'on entend quelque chose. On entend quelque chose ou on sent quelque chose au niveau physique. Si on n'avait aucune connexion sensorielle avec notre corps, comment on pourrait savoir qu'on inspire? On sait qu'on inspire parce qu'on est conscient de divers facteurs tactiles, auditifs. Ça peut être visuel aussi, si on baisse un peu on voit le ventre qui se gonfle. Donc on est conscient de la respiration en étant connecté à la sphère tactile dans une certaine région du corps. Et bien, cette région-là, on va la circonscrire aux narines. Comment on sait qu'on inspire? Parce que soit on sent l'air qui passe à travers les narines, soit une sensation de fraîcheur ou de chaleur quand on expire. Et si on ne le sent pas, ce n'est pas très grave, mais au moins on reste vigilant de cet espace-là. Parce qu'il arrive aussi que ce soit un petit peu trop ténu, trop subtil pour qu'on le ressente, auquel cas on conserve l'appréhension qu'on inspire, on conserve l'appréhension qu'on expire sans qu'il soit nécessaire pour cela de le nommer, et on essaie de percevoir ces sensations autour des narines. L'exemple qui est pris dans un texte de Vasubandhu, c'est l'image de la scie. Vous avez une scie, les grosses scies à bois, et puis vous avez je peux prendre ça là par exemple. Vous avez un rondin. La scie, non, c'est comme ça. La scie, c'est ma main. Donc, on ne va pas observer la scie, on ne va pas observer la main quand on scie. On va observer le point de contact entre la scie et le rondin. Et ce point de contact entre la scie et le rondin, c'est les narines. Donc, on ne va pas déplacer le souffle, le visualiser montant, descendant. On va le garder au point de contact entre le souffle et l'entrée dans le corps de l'air. Exactement de cette manière-là. C'est l'exemple qui est pris. OK? Alors, quelques instants, on peut vérifier à nouveau la position de notre corps. Détendre les diverses tensions résiduelles. Et simplement peut-être commencer par se souvenir que si on a envie de clarté dans la méditation, c'est parce qu'on sait ce que ça peut nous apporter. Et si on a envie de rentrer dans l'objet, d'être connecté à l'objet, c'est qu'on se dit « Waouh, mais la méditation, avoir cette concentration, être beaucoup plus maître de mon esprit, ça me permet d'être plus maître de ces moments où l'esprit va me pousser à parler ou me pousser à agir. D'autres, maîtriser l'esprit, c'est reprendre beaucoup plus contact avec mon comportement en général, être plus maître de moi, ne pas regretter les choses que je dis. Et apporter un peu plus de clarté mentale, c'est ce qui va permettre justement cette liberté mentale, pas de faire ce que je veux, mais de choisir vers quoi mon esprit se porte.
J'établis le corps dans son calme naturel, la parole dans son silence naturel et le souffle dans son rythme naturel. Et je sais que j'inspire parce que je ressens la sensation tactile autour de mes narines, dans mon nez, à cet endroit de contact. Et si je ne ressens pas de sensation dans le nez, au moins je sais que j'inspire et que j'expire, et je continue à être sensible à cette région autour du nez. Il ne faut pas essayer de rendre le souffle plus profond, plus intense, pour ressentir, parce que ça trahirait un petit peu cette détente qu'on a installée. Non, conserver le souffle dans son rythme naturel autant que possible. Si vous ne percevez pas le souffle au passage des narines, ce n'est pas grave, mais continuez à y demeurer sensible à cette région.
Très bien, on va pouvoir faire une petite pause avant la dernière partie de cette méditation. Quand l'esprit est trop relâché, on a l'impression qu'on manque un petit peu d'énergie. Faire qu'on se focalise dans la partie supérieure du corps peut aider à améliorer la clarté mentale. Une autre indication qu'on pourrait donner, c'est le comptage aussi. On n'a pas parlé jusqu'à présent du comptage des respirations, et pourtant c'est dans les textes très souvent employé, compter ses respirations dans le niveau des Shravaka d'Asanga. Il est fait mention de ce comptage. On peut compter par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut compter par nombre pair, on peut compter par nombre décroissant, on peut être inventif, mais le but, c'est de conserver une méditation efficace, à la fois en termes de pleine conscience, c'est-à-dire de ne pas oublier l'objet, et à la fois en termes de vigilance, c'est-à-dire d'être à la fois conscient de l'objet et d'être conscient, est-ce que je suis en train de me relâcher, est-ce que je suis en train d'être excité, parce qu'on l'a vu dans le précédent module sur les visualisations, que le calme mental s'atteint quand on a évidemment ces deux facteurs de stabilité et de clarté, mais quand on a parfait aussi la pleine conscience et la vigilance. La pleine conscience, c'est cette glu mentale qui nous fixe à l'objet. Ben oui, parce que si on veut avoir ce calme mental, il faut ne plus perdre l'objet. Sinon, ça contredit la concentration, même si on perd l'objet. Non, on a cet objet à l'esprit, et cette glu mentale fait que si elle est très puissante, comme la super glue où on collait les gens au plafond par les pieds, on ne perd plus l'objet pendant des heures même. On parfait la qualité de cette pleine conscience et on parfait également cette sensibilité de l'esprit qui, comme un serveur a une tasse de thé sur un plateau, par exemple, il doit être conscient de la tasse de thé, mais il doit aussi être conscient qu'il n'y a pas un trottoir, des chaises qui sont sur la terrasse. Il ne doit pas être seulement conscient de la tasse de thé. Il doit être conscient aussi des petites perturbations qui entourent. Et c'est ce que fait la vigilance. La vigilance, c'est au moment où on médite sur le souffle, d'avoir une petite partie de l'esprit de temps en temps qui inspecte, est-ce que je suis en train d'être un petit peu en train de me relâcher là, François, ou de m'exciter, et d'employer des antidotes. L'antidote à la clarté, ou à l'excitation, pardon, c'est de détendre, et l'antidote au relâchement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est apporter de la clarté, c'est peut-être remonter l'objet dans une partie du corps supérieur. Et ce qu'on va voir, c'est que pour avoir une pleine conscience et une vigilance de bonne qualité, il peut être bénéfique de faire plutôt plein de petites sessions, mais pendant cette session, au moins, on reste conscient, on reste vigilant, on ne perd pas l'objet pour s'habituer à avoir des méditations de qualité. Parce que sinon, on finit par se dire, oh, de toute façon, j'ai 20 minutes, oui, je pourrais dans 5 minutes commencer à y penser, puis à 19 minutes 30, on se dit, allez, oui, ça, je médite. Puis on finit sa méditation, on se dit, waouh, mais j'ai perdu quasiment 19 minutes. Je n'ai même pas pu penser correctement parce que je me sentais un peu coupable de complètement partir dans un sujet et je n'ai pas vraiment médité. Ce n'est pas un entraînement qui est satisfaisant, ça. On ne peut pas sentir une joie. Et si on ne sent pas de joie, la fois d'après, on ne va pas vraiment avoir envie de méditer. C'est pour ça que très souvent, on commence la méditation, on arrête parce qu'on a des buts qui sont trop grands. Et pour contrer ça, il peut être nécessaire de compter nos respirations et plutôt que de penser qu'il faille se focaliser pendant 10 minutes, commencer par 5 cycles. J'inspire, j'expire, je compte 1. J'inspire, j'expire, je compte 2. Et on ne passe pas son temps à visualiser une lettre ou à faire 1, 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 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Non, il faut faire. J'inspire, je ne pense pas du tout à compter. J'expire, je ne pense pas du tout à compter. Et à la fin vraiment de l'expiration, paf, 1. J'expire, j'inspire, j'expire, je compte 2. Et ça peut permettre de moins oublier l'objet.
c'est-à-dire de conserver des sessions de méditation qui sont plus courtes, de meilleure qualité. Et si on fait de petites sessions, mais de meilleure qualité, la fois prochaine, on a cette clarté mentale qui vient beaucoup plus facilement. Parce qu'on tombe directement dans la pleine conscience de l'objet. OK? Donc, on va juste faire un test pendant quelques instants. On va compter, j'inspire, j'expire, je compte 1 jusqu'à 5, en étant conscient du souffle autour des narines. Et si vous ne sentez pas le souffle dans les narines, encore une fois, ce n'est pas grave. Simplement, soyez conscient que vous inspirez, conscient que vous expirez. OK, puis là, on peut faire une petite pause. On va le faire plein de petites fois. Et si ça vous semble difficile de faire 5, c'est possible aussi, hein. On arrive en fin de méditation, c'est possible que vous soyez un peu plus fatigué, que le moment soit pas non plus le moment idéal dans votre journée, hein, c'est pas de problème. On essaye simplement, ce sont des instructions sur lesquelles vous pourrez peut-être revenir individuellement. Mais c'est une indication qui aide à générer de la joie aussi, parce que si vous faites le test maintenant d'inspirer, d'expirer et de compter 1, presque tous et toutes, vous êtes capables de le faire. Faisons le test. Si je fais 1, pourquoi je ne peux pas faire 2? Puis si je peux faire 2, pourquoi je ne peux pas faire 4? Quel est le problème? Il n'y a pas une limitation mentale. Mon corps ne va pas tout à coup, comme un muscle qui s'étend, finir par se briser. Non. On peut faire 5, on peut faire 10. Si je peux rester 3 secondes, pourquoi je ne pourrais pas rester 1 minute? Simplement en m'habituant. Et si je fais 1 minute, pourquoi je ne peux pas faire 1 heure? Pourquoi je ne peux pas faire comme cette voiture en étant complètement immobile et le revendiquer, cette immobilité de totalement calme, totalement content d'être présent simplement là, focalisé sur le souffle. Ok, on peut essayer de refaire un cycle de 5 respirations. Ok. J'en profite juste, si vous avez quelques questions, vous pouvez les écrire dans le fil de discussion. On va bientôt terminer cette session, on va refaire une fois. Mais s'habituer à compter, c'est aussi permettre qu'à chaque fois qu'on médite, immédiatement on devient focalisé sur l'objet. On s'habitue à avoir dès le départ une pleine conscience et une vigilance de qualité. Et donc une certaine forme de clarté également. Dans certaines des retraites de calme mental, on fait plein de sessions, mais des petites. Parce qu'à chaque fois, on termine en se disant « Waouh, mais je pourrais en faire un peu plus ».
là, j'ai pas perdu mon temps. Si on prend l'exemple de faire 19 minutes 30 de distraction et 30 secondes de concentration, c'est comme si on veut s'entraîner à un marathon et puis qu'on court 3 secondes, on finit par consulter son téléphone, on appelle ses copains, on rentre dans une boulangerie, et puis sur les 4 heures qui durent l'entraînement, on a passé 30 secondes à courir. Personne ne peut faire un entraînement comme ça et continuer à avoir de la joie, c'est impossible. Et de la même manière pour le souffle, de la même manière pour la concentration. Commencer avec ce qu'on peut, mais au moins ce qu'on fait, on le fait avec une grande qualité. Ok, on va refaire une fois. La fois prochaine, on va maintenant essayer de résumer tout ça dans une pratique qui se veut réconciliatrice de cette stabilité et de cette clarté. On va le faire à travers 6 analogies assez courantes dans le bouddhisme tibétain. C'est établir la méditation comme un oiseau qui ne laisse dans le ciel aucune trace, établir la méditation comme un soleil sans nuages, et établir la méditation comme l'oiseau Garuda qui vole dans le ciel sans battre des ailes, établir la méditation comme les profondeurs de l'océan qui ne sont pas perturbées par les vaguelettes à sa surface, et ainsi de suite. Ces analogies qui sont des magnifiques indications pour équilibrer notre méditation. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Tu voyais les références des textes que tu cites. Alors, oui, je peux le mettre maintenant. Alors, c'est Agi Sutta. Je ne sais pas s'il est traduit en français, mais je pense, puisque c'est toi qui le demandes, c'est Level of Yogic Deeds d'Asanga. Mais c'est ça, level, pardon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Amrim Chenmo, ces antidotes au relâchement et à l'excitation, ces causes, pardon. Voilà. Peux-tu préciser la différence entre relâchement et détente de l'esprit? Relâchement, c'est un extrême. La détente de l'esprit, ce n'est pas un extrême. Le relâchement, c'est ce qu'on appelle laxity en anglais. C'est quelque chose qui apparaît uniquement quand on médite sur le calme mental. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'esprit qui est encore connectée à l'objet, mais il y a un problème dans la clarté, il y a un problème dans la stabilité même parfois. On est connecté à l'objet, mais il y a un problème. C'est pas. On passe de la HD à la très mauvaise définition. C'est ça le relâchement. On finit par sombrer. Mais on reste quand même connecté avec l'objet, mais on sombre. Et le relâchement conduit à la léthargie, parce que la léthargie, on ne peut même plus se connecter à l'objet, on ne peut même plus être en train de méditer quand on a la léthargie, parce qu'on ne peut pas amener l'esprit sur l'objet. Et la léthargie conduit au sommeil. Donc, le relâchement, c'est en termes, c'est neutre, et la léthargie, c'est pas constructif. C'est la différence aussi de... Ah, je ne vois plus la question.
Moi, c'est la détente, c'est la différence relâchement et détente que j'avais notée, pas Ah les oui, alors détente, la détente, c'est l'apaisement, on peut dire. C'est se réfréner d'avidité pour les choses, la détente. Lâcher prise, c'est ça la détente. Le relâchement, c'est un obstacle dans la méditation. Peux-tu préciser les réflexions, analyses que l'on peut faire en cours de méditation en cas d'excitation? En cas d'excitation, oui, l'impertinence. L'impertinence, la méditation sur l'impertinence. Tu es très impertinent, François. L'impermanence. L'impermanence en est un, oui. Alors, on les fait. Il est dit que s'il y a trop d'excitation dans la méditation, il faut détendre pendant la méditation. Mais si, même pendant la méditation, on ne peut pas calmer, alors il faut s'arrêter de méditer en calme mental et faire une méditation analytique sur l'impermanence, sur des choses qui ramènent un peu l'esprit sur Terre. La léthargie, oui, la précieuse vie humaine, tout ce qui est les méditations sur l'effort joyeux, sur la joie. Quand tu médites les yeux ouverts, on nous conseille de ne pas avoir un regard fixe, c'est-à-dire, personnellement, je me fixe sur un objet ou la marque de mon PC quand je suis sur Zoom pour avoir un ancrage quelque part et ne pas être distrait par ce qui m'entoure. Alors, c'est vrai, parfois ils disent qu'il faut méditer comme si on avait l'impression de regarder le bout de son nez, comme ça, mais sans vraiment le voir, le bout de son nez. Parfois, il est dit qu'on met le regard à 1 mètre devant soi, dans le vide, comme si on n'accommodait pas vraiment avec l'objet qu'on regardait en face de soi. Moi, ça m'arrive de aussi fixer des lettres ou des objets, et puis finalement, je finis par les oublier très rapidement. On peut commencer par ça, mais il ne faut pas qu'en visualisant le contenu de la marque de ton ordinateur, tu restes connaissant de ça. Oui, ça peut être un ancrage, mais au final, on finit par l'oublier. Voilà. Alors, quelques indications. La première, c'est qu'on va voir si la retraite de calme mental est annulée ou pas à cause du confinement. Si vous souhaitez vous inscrire, il reste 3 places, je crois, 3 ou 4 places. C'est au mois d'avril, bientôt. Au mois de mai, certainement, je vais conduire un 4e module d'approfondissement sur la méditation qui passera par l'observation de nos sensations, de nos émotions et peut-être la nature de la conscience également. Voilà au programme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même le dire à l'oral hein, si vous avez envie. Je regarde juste si j'envoie dans le... Non, c'est tout. Juste dire merci François, c'était super. Et j'ai lu un truc récemment dans un bouquin que j'ai retrouvé des premiers enseignements de Lama Yeshe et Lama Zopa en 71 ou je ne sais plus. Et il parlait aussi donc en fait qu'on peut méditer sur... on peut aussi, par moment, il y a une forme de méditation sur toutes les pensées qui apparaissent, c'est-à-dire finalement ne pas se détacher des pensées qui arrivent, mais en fait en faire un support systématiquement de méditation. Oui, eh ben ça va être un peu l'objet de ce 4e module sans doute au mois de mai. C'est la méditation sur le contenu de la sphère mentale. Et ça peut être apparenté à la méditation de calme mental sans objet. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment conscient d'un objet, on concentre l'esprit, mais on est conscient sur tout ce qui apparaît dans la sphère mentale sans différencier, enfin, c'est pas sans différencier, sans en choisir un particulier. Parce que là, on choisit un objet, on choisit le souffle, on choisit les visualisations, mais dans cette méditation sans objet, on est simplement perceptif du contenu mental, de nos émotions, de nos pensées, de nos sensations, sans s'attacher à aucune, mais néanmoins en développant
une grande stabilité, une grande clarté mentale. Donc c'est peut-être ce qu'on fera au mois de mai, ça reste à vérifier, mais voilà. Merci à toutes, merci à tous, à samedi prochain.